Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je vous retrouve toute ma vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu très bien sûr, aujourd'hui on va s'attaquer à cette étape 5 entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas de ce Tour de France. En Touraine, je tourne, il est plus de milieu, donc cette fois-ci je suis dans le bon temps pour faire ce Tour de France en Touraine, c'est pour ça que le débrief sera encore tourné tard. Mais j'avais envie de faire cette vidéo à ce moment-là, beaucoup plus tard. On a commencé très bien côté français pour les victoires d'étape le Tour de France parce que c'est la première fois depuis 1968 qu'on remporte les deux premières étapes. Troisième fois dans l'histoire, c'est la première fois depuis 2019 avec Alaphilippe et Pinot. Ça nous rappelle de très très bons souvenirs et le problème du cyclisme de mon côté et de la passion que de France remporte deux étapes à la suite. C'est également parfois depuis Alaphilippe en 2021 qu'on porte le maillot jaune, mais troisième fois après Moreau, comme je dis souvent à Boulogne-sur-Mer en 2001 et Julien-Philippe 20 ans après, donc en 2021, c'était peut-être le bon moment cette fois-ci, comme on pourrait dire Végidream, entre guillemets, vous avez le rêve. Alain Dernot pour remporter la première étape du Tour de France, c'est la troisième fois au 21e siècle que ça arrive côté français, c'est la première fois depuis 2020 qu'on remporte plus de deux étapes, et c'est également la première fois depuis... c'est pas la première fois, c'est que le 12e français, Bardet jaune, alors moi j'en ai que 9 en tête, j'ai Bardet, Alaphilippe, j'ai qui d'autre, j'ai Chavanel, Vauclair, Galopin, Romain Feuillu, il me semble qu'il l'a eu, Richard Virenque, Christophe Moreau. Ah, c'est dur, hein. Mais après, j'en vois pas beaucoup d'autres, hein. Au 21e siècle. Et si, Cyril Dessel. Les autres, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires, hein. Et aussi, c'est 99e français en jaune. Bon, malheureusement, vous savez très bien que pour moi, c'est une honte quand on n'a pas de français dans le top 10. C'est assez mal parti, mais je pense que Martin, ça peut remonter. Et puis, nous, notre côté, on a remporté l'étape d'hier, mais surtout, pic de forme pour Danny Van Poppel, justement, et Marco Haller. Bonne forme pour Matteo Sobrero, Jay Lay, il aurait pu avoir la veille. Bob Jungels et forme classique pour Primoz Roglic, Alexander Vlasov et Nico Denz. Et voilà, on remercie. Hein. C'est Bob Jungels pour partir à l'avant aujourd'hui. Alors, il est 20ème du général, ça ne veut servir à rien, mais par l'avant. On a pris le maillot à peau de Vlasov la veille qu'on s'est imposé. On est revenu dans le top 5 du général avec Primoz. David est en jaune. C'est totalement l'inverse de ce qui se passe IRL. Ce serait un euphémisme de dire le contraire. Oral de faire la combativité pour Matteo Sobrero qui a pas pris de point la veille, mais là on va y aller avec Jungels, on a Déborah à l'avant toujours. Alors c'est que j'ai même pas fait le point culturel la veille, quasiment pas trop dans le tour, donc évidemment, non évidemment la veille, on partait de Pinerolo, alors on partait de Montgenèvre, là évidemment on a eu avec aussi Cestria les premières compétitions. Cestria c'est là où il y a eu les JO de Turin notamment, comme l'a dit avec son pasteur aujourd'hui. En 2006 pardon, mais également Montgenèvre, c'était dans la région où on a eu les premières compétitions de ski, notamment à Montgenèvre, également Briançon c'était connu parce qu'on a le Granon etc, mais c'était le départ de l'étape de l'Alpe d'Huez en 2022 et du col de l'Isoire aussi en 2017. On a avec Raoul Garcia Pierna et que Simon Guichou, je m'imagine plus rouleur Garcia Pierna qui avait fini deuxième je crois des championnats d'Espagne du chrono. On est parti aussi avec Nance Peter Selking, que des punchers sur cette étape, pourquoi pas. On a avec Jungels, ça c'est pour un peu, pas le remercier, mais un peu, voilà, pour. Après, son début de tour assez intéressant. Ils sont tous à bloc, hein. On a bientôt la minute, je pense qu'il va se rapprocher, voilà. On est parti, c'est vrai qu'on a fait pas mal de bornes dès le début, ensemble. Et voilà, Jungels, pourquoi pas l'amener à l'avant, c'est qu'à l'époque je mettais à 80 montagnes sur le jeu, mais il a quand même fait 2 top 10 sur le Giro, il a quand même remporté à Liège-Bastogne-Liège, il a été bon sur des Flandres, notamment sur le Saturne en 2019. Il a ramené 2 maillots blancs du Giro, c'est un très très bon corps qui a eu des problèmes et qui a gagné des étapes sur le tour. Bon, il a failli faire top 10 à 2 reprises, notamment avec le déclassement de Kitana aussi en 2018. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre Pinerolo évidemment c'est aussi une marque de vélo. Les endroits aussi de l'homme masque de fer. Après je suis un peu mon conférent là, j'étais moins inspiré pour étape 4, mais on va être inspiré je pense aujourd'hui pour cela. Alors il y a 170 km mine de rien. Au début d'étape en faux montagne, on est dans la vallée de la Moyenne, qui est une des vallées les plus connues des Alpes. Alors malheureusement il y a eu il me semble des inondations là-bas en Isère ces derniers temps. On va d'ailleurs faire un point culturel. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler de Saint-Jean-de-Maurienne à Saint-Vulbas? Ça peut être une question assez intéressante à laquelle nous allons répondre tout de suite. Alors est-ce que c'est possible? Voilà, si on peut prendre genre la roue de Lance Peters vite fait. Si on peut parler de Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Jean-de-Maurienne, donc qui est une commune de France. Saint-Jean-de-Maurienne est une commune située dans le département de la Savoie en région à Auvergne-Rhône-Alpes. 7809 habitants en 2015, altitude minimum à 489 mètres d'altitude et 1200
au maximum. C'est connu pour les Cybèles, justement, qu'on me montre. Alors évidemment, les Cybèles, on connaît l'ascension de la Toussure, ça rappellera des souvenirs à Pierre Roland et à Nibali qui s'est imposé. Là, c'est mon vernis, évidemment. On connaît. Alors la Toussure, c'est une. Ah non, oui, une des stations de ski du pas. Enfin, des Cybèles. On est également à côté du parc national du Massif des Écrins, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, qu'on va aller voir, qui est la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne, est une cathédrale catholique située à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Elle est le siège du diocèse de la Maurienne uni au diocèse de Chambéry en 1966. Cette cathédrale fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 30 octobre 1906. Très bien. Les lacets de Montvernet, c'est connu avec leurs 18 lacets. C'est vrai que j'ai une. Attendez, on va juste voir le coutelier de Savoie qui est aussi là-bas. C'est pour faire des couteaux. Le musée des costumes aussi, un parc aventure. Le musée Opinel, est-ce qu'on a des trucs dessus? Non. Malheureusement. Est-ce qu'on a un truc sur les Cybèles? Idéal pour le hors-piste, cette station de ski au paysage montagneux spectaculaire comprend des pistes bien entretenues. Alors évidemment on connaît là-bas parce que c'était une victoire de Romain Bardet dans Pierre Roland aussi. C'est voilà, on n'est pas très loin de Modène tout ça. Mais voilà, c'est un endroit qui est assez connu. D'ailleurs, on va parler de la vallée de la Maurienne. Alors, Valoir, évidemment, on vit là où le Tour de France s'impose aujourd'hui. Vallée de la Maurienne, tiens, on dirait qu'on m'écoute. La Maurienne est une vallée intra-alpine et une région naturelle française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes, d'une longueur de 125 km. Elle est traversée par la rivière de l'Arc, donc notamment Bourg-Saint-Maurice-les-Acs. 125 mètres de longueur, etc. Vallée glaciaire, c'est pour ça que aussi, comme nous l'a dit aujourd'hui Franck Fan, que les pentes ont été totalement attrapées, si on peut dire ça, englouties par les glaciers. Beaucoup de glaciers qui tombent, enfin qui ne sont plus là ces dernières années, en tout cas qui perdent énormément leur intérêt. Alors c'est vrai que la minute de la biodiversité, vous savez, quand vous regardez les étapes en intégralité, vous avez toujours cette minute qui est sur le... pardon, je vais me tromper. Sur... Qu'est-ce que je voulais dire en parlant de cette minute de la biodiversité? Oui, du musée of l'histoire naturelle, que je coûte essentiellement ce moment. Mais voilà, c'est un truc qui est assez connu quand même sur le Tour de France depuis des années, encore pour l'écologie, comme les voitures qui sont électriques. Non, plus sérieusement, vraiment, cette vidéo, enfin, il y a pas mal de trucs qui ont été mis pour l'écologie ces derniers temps sur le Tour. On a la vraie, écoutez, bon... C'est vrai que théoriquement on a une équipe invitée, des Décathlon qui sont à la maison en Savoie, Raoul Garcia Pierna est là, et puis on a Geschke aussi qui est présent pour Cofidis. Première victoire d'Arca sur le Tour IRL avec Vauclin, j'étais tellement content pour lui, mais Bardet c'est le dernier moment de cyclisme qui m'a fait pleurer, limite c'était, enfin les larmes aux yeux c'était le virage Polino, mais là j'ai eu des larmes après pour Bardet parce que ça tellement, c'est une grande partie de ma vie qui est liée au cyclisme par rapport à Romain Bardet. Et ce que je veux dire aussi par rapport à cela, c'est même, alors qu'on remonte, il me semble qu'il y avait eu des preuves, enfin il y a eu évidemment des inondations et tout, et notamment, si on va en parler aussi, le pont qui permet de passer enfin le tunnel qui permet de passer en train du côté des Pyrénées, du côté des Alpes en Italie, il y a eu un éboulement l'an dernier, et d'ailleurs pourquoi ça devait repartir comme ça en Italie avec le train, finalement il a dû prendre l'avion à cause parce que c'était toujours pas dégagé. On voit du coup la rivière de l'Arc, on connaît Bourg-Saint-Maurice-les-Acs, ils étaient à Saint-Michel-de-Maurienne aujourd'hui. Sur le Tour de France pour le plateau, Saint-Michel-de-Maurienne on connaît aussi vu que c'était une victoire de Jean Lafilippe. C'était Saint-Michel-de-Maurienne je crois en 2019 sur le Dauphiné il me semble. Écoutez, on a l'avant avec une Gus, on sait pas ce qu'on fait, mais on est là, on va prendre le ravito en soi parce que bon. On n'aura pas besoin spécialement après, mais c'est bien aussi de tester un peu tous les corps, de partir dans toutes les échappées, même si on a des sprinteurs en soi. Ça nous permet de plus dialoguer sur ce Tour de France. Vous savez que c'est un moment qui, quand même, mine de rien, c'est intéressant, ce Tour en Touraine. Bon, évidemment, j'espère qu'on a quand même des Français dans le top 10 du Tour, parce que vous savez que moi, je trouve ça un peu honteux avec les corps qu'on n'ait pas de Français dans le top 10. Déjà que c'est arrivé en 2013 et en 2010. 2010, je suivais pas le Tour, 2013, quasiment, enfin pas énormément, et puis 2020, j'ai très mal vécu, mais bon, entre Martin qui a séché son problème mécanique au pied du Grand Colombier qu'on laisse pas partir en échappée alors qu'on est en découle même en 2021 quand il était 8ème. Il tente un petit coup comme ça sur l'étape emportée par... c'était à Saint-Giron, j'ai ça. Saint-Gaudens, pardon, par Patrick Conrad, il tente une accélération, tout le monde le suit alors que bon, Martin était pas dangereux quoi. Même il était en top 10 en 2020, on ne laissait pas partir. Voilà, c'était ça le problème, on laisse jamais partir Martin limite dans ce moment-là. Bon, je pense que sur le Euro, il peut faire son rapprocher de toute façon, parce que les chemins blancs, j'espère qu'il peut passer, s'il n'y a pas une trop grande bataille, au moins être avec des favoris, même si ça peut être dur pour lui, mais surtout,
J'espère que le chrono il va pas perdre non plus beaucoup de temps. On va parler, vous savez quoi? On va parler de ça, de la vallée de la Tarentaise. Aussi qu'on peut en parler vite fait. Cette vallée de la Tarentaise. D'ailleurs, on va juste, ça nous va nous permettre de se rapprocher ici. Donc vallée, qui est un endroit hyper connu évidemment. Parce que la vallée de la Tarentaise est une vallée intra-alpine aussi. Attendez, je me place juste, voilà, dans la route Garcia-Pierna, qui a couru avec Jalabert, son père, notamment comme aussi Laurent Mados, le père de Valentin Mados, ou Jean-François Bernard, il l'a dit aujourd'hui, est une région naturelle française, est une province historique de la Savoie, située dans le département de la Savoie, l'Isère, prend sa source qui s'étend jusqu'à Albertville, au carrefour des 4 vallées. Albertville, qui est évidemment mythique, on y passe quasiment tous les ans sur le Tour de France, et c'est les JO de 1992, JO d'hiver. Est-ce qu'on aurait le temps, pourquoi pas, de parler de Chambéry? Parce qu'on y passera à Chambéry. On va pas parler de Chamonix aujourd'hui, Berry. Voilà. Évidemment, Chambéry est une commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes, à 270 mètres d'altitude, 73,00. Arrondissement chef-lieu Chambéry, d'accord. 59 697 habitants. On était arrivé avec malheureusement la victoire de Rennes d'un boyau devant Barguil en 2007. On a la fontaine des éléphants. Érigée en 1838 en l'honneur d'un général local, cette fontaine se compose de 4 éléphants projetant de l'eau par leur trompe. Alors ça, je ne m'attendais pas du tout. Et le château des Ducs de Savoie, ça on connaît, Franc-Ferrand. On y passe quasiment tous les ans. Vous savez, comme l'an dernier à Poligny où on évitait les Alpes entre guillemets après l'arrivée. C'était où? C'était, j'oublie toujours le nom, Courchevel-Château séculaire abritant des bureaux gouvernementaux et un petit musée d'histoire avec des visites guidées. Chambéry, évidemment, c'est connu pour H2R. On en reparlera, on est à côté du Mont du Chat, notamment là-bas. Et on ira en reparler, évidemment, vous vous en doutez, de Chambéry tout à l'heure, parce qu'on va parler du Chambéry formation juste après. Qui lui aussi est assez connu, mine de rien. Par contre, c'est vrai qu'on est limite sur l'étape où on fait le plus d'intégrité pour le moment, alors que, bah non. Avec les vidéos qu'on dure presque 1 heure d'ailleurs, qui marche plutôt bien, mine de rien, depuis le début. Chambéry, évidemment, une des villes importantes de Savoie, même la préfecture de la Savoie. Département 73. À côté du. Bah, déjà, c'est là où H2R a son équipe. On en parlera quand on passera à Chambéry tout à l'heure, si j'ai la possibilité de le mettre. D'ailleurs, la veille, hier, j'ai même pas mis sprint intermédiaire, mais après, on a eu un Popel qui était lâché, donc c'était pas très intéressant. Et nous, on va se retrouver tout de suite. Au niveau de la première difficulté de la journée. C'est vrai que quand on regarde les températures, on n'a que du 19 ou du 20 degrés, et même pas mal de jours de plus jusqu'au 16 juillet. On va pas vers chez moi, on va pas se miner le moral, évidemment, même si les météorologues, notamment chez Steph, on nous disait qu'on allait avoir un météo-corps. On nous avait dit ça en 2021. Je peux vous dire que météo-corps, côté Bretagne et côté région parisienne, on a eu, c'est vrai, Brest historiquement 3 jours à plus de 30 degrés. Mais même pas 15 jours beau limite. Hein. Sur Paris, j'ai eu une journée à 30 degrés presque, mais voilà. Sinon, c'était 23 degrés, un moment que j'ai eu au maximum pendant une semaine, et c'était avec de la pluie ce jour-là. Mais vraiment, c'était pas oufissime cet été-là. À la fin, ça allait un tout petit peu mieux, mais était vraiment pas ouf au niveau du temps, je parle. À part peut-être dans la région Provence, Alpes-Côte d'Azur. On n'a pas d'accès face à des pure punchers avec une c'est un truc de ouf. Écoutez, on va passer à côté large du kilomètre 92. Je vous ai même pas parlé repris pour Chambéry. Donc Chambéry, évidemment, on connaît aussi parce que ils vont sûrement le mettre du côté de France Télévisions. C'est là où est l'équipe des 4 H2R, la mondiale. Aujourd'hui, ils ont également leur cellule de formation. À l'époque, c'était Chambéry CF. Aujourd'hui, on a l'équipe des 4 H2R mondiale U23. D'ailleurs, Gaudit est tombé une fois avec un chat. Dans le relais, dans le monde du chat, j'en parle. C'était genre un chat qui devait se faire baptiser à la chapelle du chat ou un truc comme ça. Enfin, un truc improbable dans le monde du chat, et malheureusement il était tombé à ce moment-là. Et pour revenir à H2R, évidemment on connaît, alors ils ont toujours la formation H2R U19 en joueur. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, j'ai un pote qui est champion d'Île-de-France en U19, voilà, qui court à Argentais, qui est l'un des plus grands clubs régionaux et même de France aussi. Mais voilà, on est à l'avant ici. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sur la dent. Alors c'est vrai que SE ne veulent pas les écrans splittés pour les interviews du matin, etc. En tout cas en grand. Truc qui se faisait déjà dans les années 2000 ou qui se fait sur la Flash One. En plus petit, quand vous savez, on a le gros plan dans la difficulté, quand il y a une échappée, où tout est, enfin genre, je sais pas comment, mais genre c'est un fond avec la course, genre limite en vert, comme on peut avoir genre fond Flash One où c'est en vert du coup, et on a l'écran avec tête de la course et peloton, mais c'est quand même un peu dégueulasse. Mais on l'a tous les ans, enfin pas dégueulasse, mais en tout cas ça fait un peu moche.
Mais voilà. Je reste dans les roues, coûte que coûte. Et non, on s'amuse avec Kungels à l'avant aujourd'hui. Mais voilà, on se rapprochait de la zone de ravitaillement. Après, à SO aussi, c'est très bien le Giro, il y a beaucoup de problèmes dans l'organisation, mais d'ailleurs la pub de France TV, il y a un 7 km du sommet, on sait que ça allait bouger. Non mais Anthony Faurissi nous en fait une tous les ans, c'est mauvais. En 2020, on en avait eu une dans le col de Néron, on a du coup Guillaume Martin et Bardet qui sont distancés. Évidemment, c'est dans le début du Granon en 2022 et l'an dernier où Christian lance attaque, ça va pas être l'attaque décisive. Et on a la difficulté sur l'étape remportée à Issoire par notre ami Pedro Bilbao. Enfin, pas notre ami, mais vous avez capté. Par contre, vraiment, on sait qu'il a un peu éclaté le jeu quand on y pense des fois. Mais en ce qui concerne, oui, toujours le graphisme. Même 2017, Alexis, ils avaient fait un article dessus. En testant les jeux, ils a dit que le graphisme était nul. Bah, je confirme, on est en 2017. Non, on n'est pas en 2017, même si Bardet a gagné une étape sur le tour, ce qui est avec la barrière d'entrée du dépôt. On se résume à ça sur TLF. C'est trop dur déjà de mettre les Champs-Élysées en faux plat montant. C'est trop dur de mettre le deuxième et le troisième sur le podium final des Champs-Élysées. D'habitude, ou même cette analyse. Alors qu'on en parlait déjà en 2017 dans les interviews de Mega Driver 16 avec un mec de chez Séné, je crois que ça s'appelait Patatras à l'époque. Et même c'est trop dur aussi. Ah, elle est pas la zone de ravitaillement. C'est également trop dur aussi. Enfin, c'est énorme. Parce que la météo toujours pas. Alors on nous a dit chute des abandons vers un horizon 2021-2022. Bah ça arrivait en 2022, hein, qu'on nous en parlait déjà en 2019. Mais bon, la météo toujours pas là quoi. Ce qui pourrait changer des trucs sur les classiques par exemple. Ou Je quoi. reste dans les roues, coûte que coûte. Ou même il n'y a pas de note d'attitude à certains moments. 3 minutes d'avance. Oui, donc Chambéry qui a formé évidemment beaucoup de coureurs. On pense à Jorgensen, Géniette, c'est passé par là-bas. Nance Peters, Aurélien, Valentin Parépin, Benoît Cosnefroy aussi. Romain Bardet, qui sont passés dans cette formation là-bas de développement. Ces dernières saisons, Léo Bizieux évidemment qui est à l'heure actuelle aussi. Encore assez intéressant, champion du monde de cyclocross l'an dernier en junior. Et qui était sur le Tour de Bretagne cette année, on espère un grand avenir pour lui. On a Weistrofer aussi qui est présent, peut-être des réserves je crois d'Hécathlon. Donc de l'équipe développement, et il y a aussi c'était comment, c'était Jordan Labrosse qu'on avait vu il me semble sur Paris-Roubaix. C'est qui est assez intéressant. Course, il permettra aux 15 premiers de marquer des points pour le classement du maillot vert. On se retrouve ici à 3 km du sprint intermédiaire pour les hommes de tête, pour le peloton pardon. On a un peu plus d'animation, alors c'est vrai que sur le Giro comme je disais tout n'est pas très bien en organisation. Il y a quand même des trucs qui sont assez intéressants. Alors pas la réalisation d'Antonio Foresta, Rip non du côté de l'Amérique du Sud parce que du coup c'est quand quelqu'un est décédé du coup qui repose en paix et à son âme évidemment c'est ce qu'on dit la plupart du temps. Mais Gouillard jaune, le flot de David en jaune. Non plus sérieux, oui parce que j'ai aussi ses stats mais ça c'est mon jeu donc je vais faire tout ce que je veux dessus. Non plus sérieusement, ce que j'aime absolument pas sur... j'ai pas encore fait cette étape réellement, à part en pro leader du coup, où je suis maintenant. Je suis allé jusqu'aux étapes 9 du tour en pro leader. Allez, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec Grande Popel ici? Pourquoi pas pour aller remonter pas mal de coureurs? Non, bah. Ah, malheureusement, on n'a pas pu les dépasser. Je pense que si on aurait lancé beaucoup plus tôt, ça aurait été un peu à notre convenance. On prend quand même. Combien de points on prend par hasard? On doit en prendre 5. Bon, c'est pas très glorieux pour le moment avec Grande Popel ce qu'on fait. Mais bon. Et oui, sur le Giro, il y a quand même un classement des sprints intermédiaires, le prix de la Fuglia, donc tu dois être entre 1 et 10 coureurs, et c'est le nombre de kilomètres que tu cumules dedans, mais pas le nombre des grosses échappées. Mais il y a le prix du plus combatif évidemment sur le Giro, mais voilà, il y a des trucs assez intéressants, même si en fait c'est pas que je comprends pas trop ces classements, c'est juste surtout que je m'y suis jamais trop penché, mais bon. Et puis le classement de la montagne, il y a un barème beaucoup plus haut. Et ça fait la différence aussi. Alors oui, on va passer dans cette difficulté, mais après il faudra voir dans quel état est Bob Jungels. Et c'est pas dit qu'on soit dans les meilleures dispositions pour la passer avec Jungels, hein, mine de rien, cette difficulté-là. Bah, après, on a presque testé tous les coureurs de l'équipe en ce moment. À part Hindley finalement. Et Marco Haller pour le moment, mais on va les prendre bientôt. Par contre, j'avoue que Nicodem c'est souffrant. Sobrero aussi. On Popel ça se passe pour lui, mais alors c'est dur aussi. Ouais, on va même limite donner le bleu avant Popel maintenant. Hein. Blazov aussi après son numéro de la veille, Indes c'est dur. On va juste le garder du côté de Primoz. Pour le moment ils perdent un peu quand même leur barre rouge dans cette difficulté ici. On a fait un peu de point culturel, après on va peut-être parler de Saint-Vulbas, vu que Saint-Vulbas c'est dans le département de l'Ain, le premier département du coup de France par ordre alphabétique. Ils n'avaient pas encore de nom pour leurs habitants. Bon chez les JTTF quand on nous en avait parlé, vous savez chez mes meilleurs amis, façon de parler. Ils avaient proposé pourquoi pas les premiers en nombre, parce que les Zénois ça fait pas non plus très bien, ça fait plutôt quelqu'un qui a de la haine quoi.
Alors on va lancer ce sprint pour le grimpeur. Ils ont quand même beaucoup dépensé de force avant. Je pense qu'on peut les rattraper même si Vigacia Pierna nous a totalement keblo et on s'est totalement fait keblo aussi. Donc bloqué par Roll Christian Elking. Ouais, bloqué là dans le final ça faisait un peu mal. Écoutez, on va donner le rouge à Sobrero, à Nico Dance, à Blazov et à Inde parce que ça va pas servir à grand chose. Et Marco à leur nom, on va se retrouver tout de suite en finale. Même si je pense que on va peut-être quand même donner le rouge à Jungels. Est-ce qu'on reste dans le groupe? C'est ça la question aussi pour le moment. Alors que Nance Peters qui était licencié va revenir. On va le faire maintenant d'ailleurs. Retard pour le peloton sur la tête de On a quand même course. beaucoup de fatigue, on s'est un peu échappé dans la fin pour rien. Bah écoutez, on va faire comme les mecs du Noix, on va se relever. Sauf qu'on va pas se mettre sur le bord de la route, mais on va totalement se relever en dit. Au revoir à nos compagnons d'échappée. Là, on va finir un peu en roue libre entre guillemets. Alors qu'on est en bord de fleuve et que l'échappée a été reprise d'ailleurs au passage, écoutez, Jungles, voilà, c'est ne pas s'accrocher pareil. Nico Dance en soi aussi, hein, parce que Dance, compliqué pour lui. Sobrero, on va lui dire aussi pourquoi Amato Sobrero, parce que j'aimerais quand même bien l'utiliser pour le chrono. Alors, on va parler de Saint-Vulbas. Pour parler, hein. Alors Saint-Vulbas est une commune française située dans le département de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ses habitants sont les Villabadois et Villabadoises. La commune appartient à l'aire urbaine de Lyon, pourquoi pas. Entre 192 mètres au minimum et 227 mètres d'altitude au maximum. Et voilà, est-ce qu'on a des trucs là-bas? Pas spécialement, on a juste l'organisation du Tour de France là-bas. Départ de l'étape vers 13h30, cette fois-ci j'essaierai pas de faire comme aujourd'hui où je vous fais terminer l'étape. Si dans le département de l'Ain, bah tenez, on va parler de Oyonnax. Alors Oyonnax, ça va être assez simple. Wow. Attends, c'est comment l'écrit équipe? Ça sera peut-être un peu mieux comme ça. Alors Oyonnax, évidemment, ville où Tony Galopin s'est imposé sur le Tour de France 2014, 2 jours après avoir perdu le jaune, ou même le lendemain je crois. Il savait qu'une difficulté n'était pas répertoriée, il y allait, hein, comme vous voyez dans le bilan du Tour de France 2014 qu'on voit chez France TV, qui date de fin 2014. Donc, Oyonnax est une commune située dans le département de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ses habitants sont les Oyonniens, Oyonnaxiens et les Oyaxiennes. C'est la deuxième commune la plus peuplée du département, donc j'imagine après Bourg-en-Bresse. La ville a été décorée de la médaille de la Résistance le 16 janvier 1947. 22 392 habitants en 2014, entre 440 mètres et 1082 mètres d'altitude pour cette commune. Oyonnax, évidemment, c'est connu pour le rugby. Équipe qui est malheureusement descendue pour eux cette année de Pro D2 à Top 14. Enfin, de Top 14 à Pro D2 après avoir été sacrée championne l'an dernier. Alors, les Oyomènes, les Noirs et Rouges aussi, ou Oyo, hein, pour Oyonnax Rugby. Union sportive Oyonnax Rugby jusqu'en 2018 et fondation en 1942. Statut professionnel SASP, Noir et Rouge hockey. Président Dougal Ben Djabala, Joël El Abd, entraîneur tout comme Vincent Desbâtis à la mêlée et Dewald Sénécal à la touche à l'attaque, c'est Fabien Cibret. Et du coup, c'est le président, c'est bien Dougal Ben Djabala. Est-ce qu'on a, voilà, donc, si le club évolue en top 14 de 2013 à 2016, en 2018 et depuis 2023, l'USO est triple championne de France de Pro D2 en 2013, 2017 et 2023. Ces titres s'ajoutent au palmarès du club avec un titre de champion de France de National 1 en 2001 et une Coupe de l'Espérance en 1991. Très bien. Et on a parlé d'Oyonnax pour la médaille de la Résistance, et bien on va parler de cette médaille de la Résistance, évidemment. Médaille de la Résistance française est une décoration française instituée en février 1943 à Londres par le général de Gaulle, chef de la France combattante, pardon, oui. Mais ça, on va pouvoir un peu plus en reparler de cette médaille de la Résistance et d'un certain personnage qui se nomme le général de Gaulle, Charles de Gaulle de son prénom évidemment. Très bientôt, parce qu'on sera dans son fief. Dans quelques jours, mine de rien, parce que oui, on sera dans son fief, si on peut appeler ça, de colomber les deux églises avec la croix de Lorraine qu'on aperçoit, vu que j'ai fait l'étape tout à l'heure en poudre.
Et voilà. Alors on va quand même demander à l'heure de nous protéger. En tout cas ce qui va être sûr c'est qu'on va se replacer ici avec Van Poppel Je reste dans dans les les roues. premières positions. Alors c'est vrai qu'il peut nous bloquer un peu d'ailleurs. Attendez, est-ce qu'on va pas faire un truc un peu plus intelligent? Même si c'est un peu aléatoire dans le jeu effectivement. On a quand même quelques distanciés. Hein. J'ai appris que dans le jeu, c'est seulement 10 coureurs qui peuvent être en délo maximum. J'espère que ça nous sera utile en Poider un jour. Donc voilà, on va être comme ça. D'ailleurs on a fait une petite dinguerie sur la table des chemins blancs au passage. On est là dans ce final, alors je demande quand même aux coureurs de préparer le sprint, mais visiblement il n'y a personne qui veut venir pour l'équipe. D'ailleurs on est Les totalement équipiers fermé des ici. sprinteurs ont Ah mais c'est une dinguerie sur ce jeu, comment tu te fais enfermer pour le sprint. On est obligé de remonter bien haut, même s'il reste 6 km avec Danny Van Poppel qui est très bon poisson pilote. Il a déjà fait le Giro cette année, c'est vrai. Il avait remporté des étapes sur le Tour de Pologne en 2017. J'ai vu le résumé à l'époque, qui était la Sky, qui est devenue depuis Ineos Grenadier évidemment. On prend une partie du gel rouge. On prendra la fin avant l'arrivée. J'attends toujours que mes coéquipiers viennent quand même nous aider pour le sprint. Bon, Primoz Roglic. On va à ce qu'on joue avec Roglic, je joue avec Sobrero le chrono. Par contre, du coup, je vais prendre d'avance pour un stade de sprint parce que je serai en festival. Mais bon, là. D'ailleurs, il n'y a pas que le Enya Kaili qu'on voit devant, il y a toujours la Skoda Superb en voiture officielle du tour, en voiture nue. Il y en a aussi une nouvelle qu'on a vu. Alors, moi, j'avais découvert sur la dernière étape du tour l'an dernier parce qu'on l'avait vu, elles étaient cachées par un drap noir à ce moment-là. Putain, mais Van Poppel, Groenewegen, putain! Non, on s'est fait bloquer. On arrive à Saint-Vulbas ici. Est-ce qu'il aurait la capacité, Marco Haller, à bien nous amener le sprint? Il est très bon pour son pilote, au sa porte de vitesse aussi. S'il peut nous ramener, on sera avec Van Poppel, on passe pas très bien les bosses avec Van Poppel, c'est vrai, il y aura quand même beaucoup de fatigue après ces 4 premières étapes éprouvantes. On va bien être amené ici. Allez les gars, est-ce qu'ils peuvent nous amener? En tout cas, ils vont être présents ici, ça fait plaisir d'avoir des coéquipiers à nous. On va essayer de bien lancer le sprint. Il y aura comme de la fatigue pour les sprinteurs. Il y a Mats Pedersen qui lance de très très loin ici et qui semble être en forme. Allez, on aura de la place. En tout cas, pourquoi pas passer avec Van Poppel. Allez, peut-être avec Van Poppel remonter. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Oh, on va faire 3ème. Ah, dommage avec Van Poppel parce qu'on avait réalisé une très très belle étape et un très très beau finish, honnêtement. Ce sprint il était quand même assez intéressant de notre part, hein. Mine de rien on gagne quand même quelques points par-ci par-là pour le maillot vert. Alors évidemment on reste loin, mais on sait jamais ce que ça peut donner. C'est mieux que ce que je faisais avant au niveau des sprints. Le problème c'est qu'on ne sera pas toujours en pic de forme. Ah peut-être qu'on a lancé de trop tôt, je sais pas, sur la fin on se fait quand même bien battre, c'est Groenewegen qui remporte ce sprint. Voilà, bravo les gars. Mais on va quand même réaliser une très très belle place aujourd'hui. Ça aussi que je vais prendre Bora, si j'avais Van Poppel. Pour moi avoir quelqu'un pour jouer les sprints. En tout cas victoire de Diane Groenewegen aujourd'hui, le jaune pour David Gaudu. Le vert pour Wout van Aert, le maillot blanc par rouge pour Alexander Vlasov et le maillot blanc pour Remco et Evenepoel. Bon, demain, hein, il n'y aura qu'un grimpeur dans l'étape, donc ma Constantine, on pourra quand même parler de quelque chose. Allez, Diane Groenewegen en pile de forme s'impose du coup, lui aussi, pour la Jayco Alula, le néerlandais en 3h50 minutes et 25 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement général. Pas de changement évidemment avec David Gaudu qui est toujours en tête, le corps français de la Groupama FDJ en 22h32 minutes et 57 secondes. Du côté du classement du meilleur grimpeur, toujours 31 points pour Alexander Vlasov pour la Bora Hansgrohe, donc Red Bull Bora plutôt. Maintenant le russe du coup qui en a été neutre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Du côté du classement par points, on retrouve avec 106 points Wout van Aert, le belge du Visma Lease Bike, du côté du classement des jeunes. En 22h33 minutes et 0 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quickstep. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe allemande de la Red Bull Bora, Hansgrohe du coup en 67h55 minutes et 15 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 384 km pour Matteo Sobrero, l'italien de la Red Bull Bora Hansgrohe, notre équipe. Très bien. Écoutez, vidéo qui aura été assez longue, mine de rien pour vous, parce qu'on aura beaucoup parlé en début d'étape, mais c'est ça aussi le tour en intégralité, en tout cas, intégralité non, mais tour en temps réel plutôt. On est quand même bien mis de rien pour le moment. Et mine de rien, là quand on voit le meilleur Ineos, c'est Pitcock. Hein. L'idée, ce serait bien qu'il puisse revenir. En vrai, Van Der Poel quand même devant Primoz, on n'est que 6ème. Il y a Wout van Aert qu'on sera devant lui, je pense, normalement à Paris, mais il faudra faire des écarts de toute façon sur le chrono. Bon, David sera en bonne forme, mais normalement Primoz est meilleur que lui.
Et on risque, oui, pourquoi pas de jouer quelque chose. Alors je suis nul en chrono, donc je sais pas si je le jouerai avec Primoz. Peut-être faire un entraînement si je suis bon sur ce chrono-là, alors oui, je jouerai avec Primoz, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver tout de suite pour une nouvelle étape. Enfin, demain du coup. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta, sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout le monde. Prochaine, ciao.